Possible coup de feu. Restez en attente au poste jusqu'à ce que les agents entrent à l'intérieur. La cousine de West Wilson, star de Summer House, est accusée de meurtre. La victime, la propre grand-mère de Wes. Ce que les témoins disent d'avoir déclenché la violence va vous laisser sans voix. Bienvenue dans Crime Fix, je suis Angela Levy. West Wilson se préparait à tourner la réunion pour la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité à succès de Bravo, Summer House, lorsqu'une véritable tragédie a frappé sa famille. Il était un peu plus de 22 heures Sundown. Le 22 avril, un mercredi soir, un appel est arrivé au centre d'appel du 911 du comté de Carroll, dans le Missouri. Possible coup de feu. Restez en attente au poste jusqu'à ce que les agents entrent à l'intérieur. Un court instant s'est écoulé, puis la standardiste a envoyé une autre communication à un agent. 104 pour information. Ce que nous entendons, c'est qu'il est possible que quelqu'un ait tiré sur sa belle-mère. Pour information, nous ne savons pas. Nous étions au téléphone avec une troisième personne qui n'était pas sur place et il a raccroché. Les adjointes ont trouvé une scène confuse et probablement chaotique. Une grand-mère de 7 petits-enfants nommée Gail Wilson, elle était morte. Son petit-fils par alliance, Wes Wilson, l'une des vedettes de Summer House, et l'homme dont les adjoints diraient plus tard qu'il lui avait tiré dessus, Dakota Sweeney, l'un des 7 petits-enfants chéris mentionnés dans la nécrologie de Gail Wilson. Ce qu'un témoin a raconté aux enquêteurs sur ce qui a précédé la fusillade, qui semblait surgir de nulle part, va vous laisser bouche bée, absolument stupéfaite. Dans une déclaration sous serment de cause probable, un agent de la Missouri State Highway Patrol a écrit « Le 22 avril 2026, vers 22h25, les forces de l'ordre du comté de Carroll ont été informées d'un homicide sur la West 14th Street à Carrollton, Missouri. » L'adjoint Snyder du comté de Carroll est arrivé à la résidence et, quelques minutes plus tard, il a trouvé la première victime décédée à l'intérieur de la maison. Était également présent à la résidence le premier témoin et Dakota A. Sweeney. Après son arrivée sur les lieux, l'adjoint Snyder a été informé par le premier témoin que Sweeney avait tiré sur la première victime avec une arme de poing alors que la victime était assise sur un canapé à l'intérieur de la maison. Selon le premier témoin, Sweeney était assise sur un autre canapé à côté de la première victime depuis environ 30 minutes et, sans prévenir, a tiré une balle dans la tête de la victime. Selon le premier témoin, plus tôt dans la soirée, Sweeney et la première victime s'étaient disputés parce que Sweeney n'aidait pas aux tâches ménagères dans la maison. Le premier témoin et la première victime ont été identifiés comme étant les grands-parents de Sweeney vers 22h29. L'adjointe Snyder a placé Sweeney en garde à vue et a trouvé un holster sur elle. Donc, un témoin, probablement le mari de Gail, a dit aux détectives, selon cette policière, que Dakota Sweeney, une cousine de Wes Wilson, a tiré sur leur belle-grand-mère après une dispute au sujet des tâches ménagères. Dakota Sweeney a été placée en détention à la prison locale pour meurtre au premier degré et pour crime commis avec une arme. Et écoute ça, Dakota Sweeney a une expérience dans les forces de l'ordre. En 2024, il a été nommé agent du département de la conservation du Missouri pour l'un des comtés de l'État. Les actualités locales ont annoncé sa nomination. Il avait suivi une formation en technique de défense, armes à feu et enquête criminelle. Pendant ce temps, la famille de Gail Wilson se souvenait d'elle pour sa gentillesse dans sa nécrologie. Ils ont dit qu'elle dirigeait une entreprise de vitraux, était gérante d'un vidéoclub local et gardait les enfants de la famille. Elle faisait du patchwork avec des amis de l'église et elle a même restauré le moteur d'une Volkswagen coccinelle toute seule au lycée. West Wilson n'a pas commenté publiquement la mort de sa grand-mère. Il est à New York pour tourner le nouveau spin-off de Summer House dans la ville. Alors, pour analyser cette affaire vraiment troublante, je veux faire appel à Matt Mangino. Il est ancien procureur et actuellement avocat de la défense pénale. Alors Matt, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en suis reconnaissante. Merci, Anginette. Matt, quand j'ai lu pour la première fois les détails de cette affaire, je ne sais pas pour vous, mais en lisant l'affidavit, je me suis dit « Quoi ?»
Je veux dire, je vois cette grand-mère qui adore coudre. Je veux dire, elle ressemble vraiment à la grand-mère aimante et stéréotypée. Elle garde les enfants de tout le monde. Elle avait une entreprise de vitraux. Je veux dire, elle adore coudre et elle fait du patchwork avec ses amis. Elle va à l'église. Elle garde les enfants de tout le monde. Et Dakota Sweeney, l'un de ses petits-enfants, est accusé de lui avoir tiré dessus à la suite d'une dispute à propos des tâches ménagères. Je veux dire, qu'en pensez-vous? Eh bien, tu as raison, Anginette. Quand on lit la déclaration sous serment exposant les motifs plausibles, c'est glaçant. Tu sais, voilà un gars, tu sais, avec sa grand-mère, apparemment assis à côté d'elle ou près d'elle sur le canapé pendant 30 minutes. Et puis, selon le grand-père, il sort une arme et tire une balle dans la tête de sa grand-mère et la tue. Il compose le 911, il est toujours assis là. La police arrive, ils le mettent en garde à vue. C'est vraiment glaçant, tu sais, que ce soit à cause d'une dispute ou non, que tu sais, dès que quelqu'un sorte simplement une arme et tire une balle dans la tête de quelqu'un avec qui ils étaient assis depuis 30 minutes, sans parler du fait que c'était leur grand-mère. Oui, c'est ça. Et c'est aussi ce que je me dis. Je pense en moi-même tout d'abord, tu sais, grand-père est assis là. Et si tu regardes leurs photos dans la vie de décès et que tu regardes la page Facebook, je veux dire, ils ressemblent juste à un couple heureux qui vieillit ensemble. Tu sais, évidemment, ils ont eu des enfants. Ils ont des petits-enfants ensemble. Ils s'aiment. Tu sais, les couples, simplement, ils vieillissent ensemble. Ils sont là, assis à regarder la télé. Et je ne peux pas imaginer ce grand-père, le mari de Gail, assis là à être témoin de ça. Et puis se retrouver seul, probablement juste dans un silence stupéfait, sous le choc, peut-être même craignant pour sa propre vie. Mais qu'est-ce qui a bien pu traverser l'esprit de ce pauvre homme? Et dans ses années avancées, vous savez, après avoir été témoin du meurtre de sa femme. C'est vrai, je veux dire, je n'arrive même pas à imaginer ça. Et c'est difficile à comprendre quand on pense que, vous savez, voilà un homme assis avec sa femme et son petit-fils, et tout à coup, vous savez, le petit-fils sort une arme à feu et lui tire dans la tête et la tue. Je veux dire, c'est au-delà du choc. Je veux dire, comment réagir à ça? Évidemment, la réaction a été d'appeler le numéro d'urgence 911. Évidemment, elle est morte sur le coup parce que je crois que cela a été signalé comme un homicide et les agents sont intervenus. Et quand ils sont arrivés, il y avait la victime morte, il y avait le grand-père, le témoin, et il y avait Dakota, le meurtrier, qui attendait l'arrivée de la police. Je veux afficher la photo signalétique à l'écran, Matt, parce qu'une image, c'est une image. C'est une image prise à un moment donné. Mais on dirait vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et je ne sais pas si on va découvrir plus tard que cet homme a des problèmes mentaux. Je ne sais pas si on va découvrir qu'il prenait de la drogue. Je ne sais rien de tout ça, mais ce type a l'air complètement défait. Et je dis ça parce qu'on peut aussi comparer ça avec une photo de lui en tant qu'agent de conservation. En 2024, le département de la conservation du Missouri a annoncé « Voici l'un de nos nouveaux agents pour le comté de Mercer, et il est bien soigné, rasé de près dans son uniforme. Il était un agent des forces de l'ordre pour l'État du Missouri. » Donc, il y a beaucoup de questions ici. Était-ce son arme de service ou simplement une arme personnelle? Que se passait-il avec cet homme? Donc, si vous êtes avocate de la défense, par où commencez-vous? Par où commencez-vous dans une affaire pareille? Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de choses à démêler ici. Je veux dire, vous savez, d'après ce que nous savons grâce aux informations, il semblerait qu'il y ait eu une dispute ou un désaccord entre Dakota, la prévenue, et sa grand-mère à propos des corvées à faire. Donc, j'en déduis qu'il vit là-bas en tant qu'adulte avec ses grands-parents, si vous vous disputez à propos des corvées. Donc, vous voyez, c'est la première question. Pourquoi cet homme adulte vit-il avec sa grand-mère et son grand-père? Et vous savez, pourquoi ne fait-il pas sa part du travail à la maison? Il y a donc
clairement une dynamique là qui n'est pas celle à laquelle on pense habituellement pour un jeune homme travaillant dans les forces de l'ordre. Donc ce ne sont pas des circonstances typiques. Et puis, vous savez, je pense que le fait qu'ils aient eu ce désaccord, et puis 30 minutes plus tard, il sort simplement une arme et la tue, cela en fait clairement une affaire de meurtre au premier degré et non pas un crime commis sous le coup de la passion. Lors des disputes, vous perdez le contrôle et faites des choses que vous regrettez. Ensuite, il y a un temps d'apaisement. Il y a un moment où il reste assis là, silencieusement, à côté de sa future victime, puis soudain il sort une arme et la tue. Il la tue. Il l'aurait tué, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Je veux le redire, mamie. Mamie. Couture, patchwork avec des amis, aller à l'église, vitrail, tout ce qu'il y a de plus mamie. Oui, impossible d'avoir une victime qui suscite davantage la sympathie. Non. Et non, vous savez, les circonstances n'entraînent aucune forme de sympathie ou de compréhension de ce qui se serait passé ici. Je veux dire, c'est tellement sorti de nulle part. Voilà mamie assise ici. Peut-être qu'elle était un peu contrariée plus tôt à propos des corvées. Mais d'après les témoignages que nous connaissons, il sort simplement l'arme, assis sur le canapé, et lui tire une balle dans la tête. Il n'y a aucune explication plausible pour ce genre de comportement. L'une des principales raisons pour lesquelles cela fait la une des journaux, c'est parce que Gail, la victime dans cette affaire, est la grand-mère de West. Wilson, qui participe à cette émission très populaire, Summer House, diffusée sur Bravo, c'est vraiment populaire. Et ils étaient justement sur le point de commencer le tournage d'une nouvelle saison. Le lendemain des faits, ils devaient commencer le tournage de cette nouvelle saison. Et je ne sais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'a pas été rendu public avant plus d'une semaine. Cette information est restée assez confidentielle pendant une semaine. Et donc, il n'a fait aucun commentaire à ce sujet. Nous n'avons vu aucun commentaire de sa part concernant, vous savez, le deuil de sa grand-mère ou quoi que ce soit de ce genre. Qu'en penses-tu? Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait de la télé-réalité. La télé-réalité est entièrement construite autour de la perception du drame de l'image. Qu'en penses-tu, Matt, en tant qu'avocat? Eh bien, c'est une tragédie à tellement de niveaux différents. Tu sais, la famille de Gail est certainement, j'en suis sûr, dévastée par cela. Et tu sais, c'est au-delà de notre compréhension de vraiment saisir comment quelque chose d'aussi imprévisible peut affecter les gens. Mais l'effet d'entraînement touche aussi West Wilson, sa carrière peut-être. Je veux dire, comment cela impacte-t-il sa carrière? Comment cela impacte-t-il les autres personnes qui étaient proches de Gail, ses amis, sa famille? Donc, quand quelque chose comme ça, quand une tragédie comme celle-ci arrive, l'effet d'entraînement, vous savez, pour les membres de la famille et les personnes proches de la victime, a vraiment un impact significatif sur leur vie. Bien plus que simplement faire le deuil d'un être cher, cela peut avoir un impact de tant de façons différentes. Oui, sans aucun doute. Donc je vais être curieuse de voir s'il finit par faire un commentaire à ce sujet. Je pense que probablement non s'il ne l'a pas déjà fait. Je veux dire, c'est maintenant dans l'actualité et c'est quelqu'un qui fait la une des journaux. Donc je me demande s'il va faire un commentaire à ce sujet ou s'ils vont... Je ne sais pas. Je veux dire, je sais que la télé-réalité est censée refléter la réalité. On sait très bien que souvent c'est une réalité un peu fabriquée où, vous savez, ils ajoutent un peu de drame là-dedans. Mais s'ils vont intégrer ça dans l'émission, enfin, je sais que tu n'es pas un gars d'Hollywood, mais tu es là depuis longtemps et tu analyses des affaires depuis longtemps. Ouais, je veux dire, Angette, rien ne me surprendrait concernant ce qui pourrait finir dans une émission de télé-réalité. Tu sais, et quelque chose comme ça, c'est sûr que c'est captivant. Je veux dire, les gens, tu sais, ils sont intéressés par la façon dont les autres réagissent à la tragédie et ce genre de choses. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille.
Et tu sais, est-ce que cette émission essaye de gagner de l'argent ou de faire de l'audience, tu sais, sur la mort tragique d'une grand-mère? Donc c'est un peu une arme à double tranchant. Les gens sont intéressés, mais cet intérêt ira dans les deux sens. Et c'est une intrigue intéressante. Et c'est exagéré. Tu sais, tu as un peu dépassé les bornes ici en amenant cette terrible tragédie dans cette émission de télé-réalité. Oui, c'est absolument tragique et c'est vraiment, vraiment horrible. Cette pauvre femme, son mari, toute la famille, c'est inconcevable pour moi, vraiment. Et nous verrons si nous en apprenons plus sur... Je ne sais même pas ce que tu pourrais me dire sur les circonstances de tout cela. C'est horrible. Je ne sais pas quelle direction ces avocats vont prendre. Je serais curieuse de voir ce que les procureurs vont finalement faire avec ça, s'ils vont demander la peine de mort ou non dans cette affaire. Je veux dire, il semble qu'ils pourraient peut-être le faire, mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne connais pas assez la politique du comté de Carroll, comment ils géreraient cela, ni si cela entre vraiment dans le cadre prévu par la loi, mais ça me paraît absolument horrible. Eh bien, tu as raison. Et tu sais, les procureurs vont devoir examiner de près s'il y a des circonstances aggravantes suffisantes qu'ils devraient prouver dans une affaire de peine de mort. Tu sais, il ne s'agit pas seulement de prouver la culpabilité pour un meurtre au premier degré. Tu passes à une deuxième phase du procès, la phase de la peine, où il faut prouver les circonstances aggravantes. Et puis, d'un autre côté, la défense va chercher des moyens de défense potentiels. Nous ne connaissons pas son état d'esprit. Nous ne connaissons pas ses antécédents de santé mentale. À première vue, quelque chose comme ça semblerait exiger au moins des évaluations psychiatriques pour déterminer s'il est, en premier lieu, apte à être jugé. Deuxièmement, était-il pénalement irresponsable? Ou a-t-il des problèmes de santé mentale qui pourraient constituer un facteur atténuant dans une affaire de peine de mort? Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans cette affaire des deux côtés, du point de vue de l'accusation et de la défense. Oui, sans aucun doute. Et parfois, les familles ne veulent pas traverser tout ça. Elles préfèrent simplement, je veux dire, mettre fin à tout ça. Et je veux dire, selon l'évolution de cette affaire, cela semble aussi presque approprié pour un accord de plaidoyer? Oui. Et tu as raison, Angette, parce que, encore une fois, c'est la même famille, d'accord? Donc, généralement, quand on examine une affaire d'homicide, on regarde la famille de l'accusé, puis on regarde la famille de la victime. Ici, c'est la même famille, et cela rend la situation tellement plus tragique et tellement plus difficile à gérer. Sans aucun doute. Nous suivrons cela de près. Merci, Matt Mangino, pour votre temps et votre expertise. Je vous suis reconnaissante. Merci, Angette. Toujours un plaisir de vous parler. Et juste pour que vous le sachiez, après ma conversation avec Matt, j'ai appris que Dakota Sweeney n'est plus agent des forces de l'ordre au sein du département de la conservation du Missouri depuis plus d'1 an. Un porte-parole m'a dit que Sweeney avait quitté cette agence au début du printemps 2025, même s'il m'a précisé qu'il ne pouvait pas me dire pourquoi en raison d'un litige en cours. Nous allons donc creuser un peu plus cette affaire et découvrir ce qui s'est passé avec Dakota Sweeney dans cette agence, ainsi que la raison du litige. Alors, restez avec nous. Dakota Sweeney est actuellement détenue dans une prison du Missouri. Nous continuerons à suivre cette affaire pour vous. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angela Levy. N'oubliez pas que vous pouvez nous voir sur YouTube et aussi nous regarder et nous écouter sur Spotify. Allez-y, jetez un œil. À la prochaine ici.